Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 de Fin de Podcast. Je suis Ben, créateur de l'agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, Fin. J'interviens auprès des professionnels pour de l'événementiel, de la formation ou encore de la représentation de marque. Cette année encore, je pars à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger l'univers des cocktails et des spiritueux. En commençant par explorer leur passé, vous allez découvrir comment ces personnalités sont devenues des acteurs incontournables de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. À travers ces interviews, vous découvrirez donc leur parcours, mais aussi leurs succès, leurs doutes et leurs envies pour l'avenir. Je vous laisse avec notre invité du jour. Aujourd'hui, dans Fin de Podcast, j'ai la chance de recevoir Maxime. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais avec son ami et associé, ils ont créé il y a quelques années The Gin Addict. Aujourd'hui, The Gin Addict, c'est un Instagram avec des dizaines de milliers de followers, un e-shop avec des centaines de gins différents, des toniques, mais aussi du matériel de bar. Et enfin, c'est maintenant 2 festivals centrés autour du gin, un sur Paris et un sur Lyon. Mais le mieux est encore de vous laisser découvrir notre invité. Fin de Podcast, saison 2, épisode 1, c'est parti. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Bonjour Benoît, ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Merci de m'accorder du temps pour répondre aux questions de Fin de Podcast. Et avant de commencer, tu es où, là, actuellement ? Alors là, aujourd'hui, je suis dans la région lyonnaise, chez mes parents. J'étais dans le coin ce week-end, donc voilà. Et je rentre à Londres ce soir. Et justement, on va parler de pourquoi tu es à Londres. Pour t'expliquer un peu le principe de l'interview, donc dans cette interview, on va parler de toi, ton passé, ton présent, ton futur, en passant par tes doutes, tes réussites, tes anecdotes personnelles, et aussi le pourquoi du comment tu es dans Fin de Podcast aujourd'hui. Et pour commencer, j'ai cherché Maxime Barat sur Google et fait assez rare, je n'ai pas trouvé d'homonyme. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que c'est rapide pour trouver des infos sur toi. Mais je vais te laisser te présenter. D'où viens-tu et quel est ton parcours ? Alors, je m'appelle Maxime. Donc, je suis originaire de la région lyonnaise. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans dans la région. Dans l'Est lyonnais. Donc c'est là où j'ai fait la plupart de mes études et donc j'ai grandi. Ensuite, je suis parti aux États-Unis pour une université à Boston, principalement, et on en reviendra peut-être à ce point-là, mais pour nager, parce que j'étais un assez gros nageur à l'époque. Et donc voilà, j'ai été recruté par une université à Boston pour aller nager, et après je suis jamais rentré à Lyon, en tout cas pour y vivre, jusqu'à toujours aujourd'hui. Donc après on a un peu fait différents pays entre les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et maintenant Londres depuis presque 5 ans. Ok, alors on va revenir un petit peu sur ton enfance. Donc enfance dans la région lyonnaise, plutôt à la campagne, plutôt à la ville ? Dans l'Est, alors c'est pas la campagne. Lyon, c'est ce qui est un peu sympa avec Lyon, c'est qu'on est finalement relativement proche de la ville, mais on est aussi assez rapidement à la campagne. Donc non, j'ai grandi dans l'Est lyonnais. On va dire que autour de chez moi, il y a des champs et des animaux, mais j'étais assez connecté à la ville de Lyon pour me considérer, on va dire, comme ayant grandi dans une ville. Ok. T'étais comment enfant d'ailleurs ? T'étais plutôt réservé, plutôt curieux ou plutôt extraverti ? Non, alors j'ai toujours. Alors, je suis pas timide. Après, je suis pas non plus un gros extraverti, mais j'étais un enfant normal qui aimait beaucoup être avec ses amis, faire du sport, être avec ma famille. Donc j'étais un enfant assez normal, somme toute. Ok, top. Et enfant, t'avais déjà un attrait pour l'univers de la boisson ou pas du tout ? Ou tu naviguais déjà un peu dans cet univers-là ? T'as des parents qui y sont ou pas du tout ? Non, j'ai pas de prédestination à le faire. En tout cas, dans ma famille, non. Voilà, j'ai grandi. La seule souvenir, on va dire, que je peux avoir autour de ça, c'est mon goût le goût de mon père, qui aime bien le pastis, et du coup c'est un truc que j'ai toujours détesté. Mais non, il n'y a pas de personne dans ma famille et dans l'univers des spiritueux ou dans la restauration ou autre, donc non, c'est arrivé un peu comme ça. Ok, donc comment se développe ton parcours par la suite ? Parce que donc t'es enfance dans la région lyonnaise, tu nous l'as dit juste un peu avant, tu fais de la natation. Ouais. C'est ça qui t'amène à aller vers les études que tu as faites, ou c'est
tu as lié les deux, tu t'es dit tiens c'est les études que je veux faire et je vais allier la natation avec ça? Non, pas vraiment. En fait, mon parcours scolaire a été un peu. Il y a eu des changements au départ. Voilà, moi j'ai fait un format classique, lycée, etc. Et puis ensuite, voilà, j'ai cherché comment allier en fait le sport et les études au mieux, parce que c'est relativement difficile en France de le faire, en tout cas par rapport à d'autres pays que j'ai découverts par la suite. Et ensuite voilà, donc après après le bac, j'ai fait un UT de génie chimique. Ok. Pareil, pas par hasard, mais on va dire je pensais avoir un attrait pour ce domaine et puis ça me permettait aussi quand même à côté de faire mon sport comme je le souhaitais. Et puis en fait au bout de 2 ans j'ai réalisé que c'était pas j'apprenais des choses mais que c'était pas exactement dans quoi je me voyais évoluer toute ma carrière. Donc j'ai rebifurqué sur une école de commerce toujours à Lyon, et c'est un peu là après où il y a eu les transitions pour pouvoir partir à l'étranger, revenir à Lyon, finir l'école de commerce et repartir à l'étranger à l'époque parce que voilà, j'avais un attrait pour vouloir commencer ma carrière aux États-Unis. J'avais ma copine qui est depuis devenue ma femme qui était là-bas, donc voilà. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, comment c'était la vie aux États-Unis? Comment tu découvres les États-Unis quand t'es jeune lyonnais étudiant sportif sportif de haut niveau ou presque en tout cas sportif universitaire, comment t'as vécu ça? Ah bah moi j'ai eu un peu l'Amérique des films au début parce que je suis arrivé un peu perdu, et puis parce que voilà, on est arrivé on est parachuté dans une ville qu'on connaît pas, une culture qu'on connaît pas. Même si je pensais être bon en anglais à l'époque, je l'étais pas aussi bon que je le pensais, en tout cas pour parler. Et en fait, je me suis retrouvé parachuté dans une équipe d'une quarantaine de nageurs, avec un peu comme on peut vraiment se l'imaginer. Alors c'était pas une fraternité parce qu'on n'était pas une fraternité, mais voilà, on vivait. On était 7 nageurs dans une maison, soirée tous les week-ends dans la maison avec 200 personnes. Vraiment, ça a été une super expérience que j'ai adoré faire, que je ne referais pas certainement si c'était à refaire maintenant. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de gens avec qui je suis encore très lié, et puis voilà, d'avoir une expérience qui était énorme, quoi. Ok, donc tout ce parcours-là, tu restes combien de temps aux États-Unis? T'étais où, à Boston, c'est ça? Ouais, j'étais à Boston, j'ai fait 1 an et demi, après je suis rentré, et après je suis reparti 1 an et demi. Okay. Donc voilà. Après voilà, comme je te disais, mon épouse est américaine, donc après maintenant je suis aux États-Unis souvent. Voilà, différents endroits, plus trop Boston, mais voilà. Donc très bien, formidable. Donc, et tu continues la natation après? Où tu arrêtes? Tu bifurques? Ou tu te concentres juste sur les études? Je sais pas. Non, c'est les études, j'ai toujours réussi à faire en parallèle. Après, c'est quand la vie professionnelle est arrivée où j'ai dû choisir. Donc, non, j'ai arrêté la natation vraiment en 2012. Je nage encore aujourd'hui, mais j'ai arrêté vraiment de nager tous les jours, tout le temps. Quand j'ai commencé à bosser pour pouvoir me focaliser sur la suite. Ok, donc la suite, c'était quoi? Études donc du coup de commerce à l'étranger et en France. Alors c'est pareil, là, à la base j'avais une idée bien précise de me dire voilà, j'ai fait une école de commerce, je vais travailler dans un cabinet de consulting, je vais me développer là-dessus, dans 10 ans j'aurai un tremplin pour faire autre chose, je serai riche, tout ira bien. Et puis c'est beau les rêves. Et puis en fait il y a eu quand je suis retourné aux États-Unis, j'ai été confronté un peu à la difficulté de visa, de sponsoring d'entreprise. Et puis malheureusement, je pense que Boston, c'est une ville où il y a tellement d'universités, tellement de grandes universités qu'au final, voilà, les entreprises, quand elles ont le choix entre trouver un Français à qui il faut payer un visa, à qui il faut faire un sponsor, il faut faire de la paperasse, il faut trouver un avocat, et à quelqu'un qui sort de Harvard ou du MIT ou quelque chose, c'est vite, leurs choix ont été vite faits. Donc au début, j'ai un peu galéré, donc du coup, j'ai rencontré à l'époque une entreprise qui m'a donné une opportunité de rentrer en Europe et de
et de bosser pour eux en Europe. Et du coup, c'est là où on a déménagé, on est revenu en Europe et dans une industrie dans laquelle j'aurais jamais imaginé travailler, mais qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ok. Donc c'était dans quel type d'industrie du coup? Donc c'est une entreprise en fait, c'est des machines pour l'industrie alimentaire. Okay. Donc des grosses machines pour les usines et du coup à l'époque donc j'ai été missionné pour démarrer en fait le business pour l'entreprise en Europe. Donc c'est une entreprise, un groupe américain qui avait pas trop d'activité en Europe et du coup on a démarré une structure avec un bureau, etc. On a embauché des équipes et on a développé le business en Europe et ensuite l'entreprise s'est fait racheter il y a 5 ans. Et donc je travaille toujours dans le groupe qui nous a racheté. Donc voilà. Donc, ça a été mes 10 dernières années. Et donc comment tu passes donc de commerce international avec des études aux États-Unis à Gin Addict? Alors, The Gin Addict, c'est une histoire avant tout. Je suis avec mon associé Pierre-Yves, donc je connais depuis l'école de commerce de Lyon. Okay. Et donc voilà, là-bas c'est surtout une amitié entre nous, des échanges qui en fait. Alors moi, je suis un peu tombé dans l'univers des cocktails par hasard. Je saurais pas dire aujourd'hui. Alors, enfin, si l'attrait que j'ai eu pour les cocktails, je pense que c'était vraiment un peu je me retrouvais un peu dans la précision de faire un cocktail, de se dire que ce qui me plaît dans les cocktails, c'est vraiment de se dire qu'il y a une recette, il y a et on peut jouer autour, mais par contre dans le cadre de la recette, on joue pas. Il y a pas faut mettre plus d'alcool parce que ce sera mieux ou plus de ça. Et moi, ça me plaît la rigueur en fait de se dire que s'il y a une recette, elle est là pour une raison et après voilà, il y a toute une créativité autour qui permet de jouer autour de certains axes, mais c'est quelque chose de carré. Et donc voilà, donc en fait moi j'avais créé quand il y a quelques années en fait un peu à la base sur une blague avec ma femme une page de cocktails sur Instagram. Okay. Parce que j'adorais faire des cocktails, j'avais des amis et de la famille qui m'avaient offert des livres et donc du coup j'avais vraiment démarrer à faire ça tout seul à la maison, à m'amuser, à surtout faire des cocktails pour les autres. Et puis du coup j'ai dit à ma femme en rigolant, voilà, je vais faire un compte Instagram. J'ai un pote qui fait des belles photos. On va faire des photos. Je vais avoir plein de followers. On va m'envoyer des bouteilles à la maison pour être sur la page. Et ça c'était en 2015 ou quelque chose. Ouais, donc au début de ce qu'on appelait les influenceurs. Ouais, c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui où tout est multiplié et voilà. Donc nous en fait à la base c'était vraiment pour rigoler et donc en fait en faisant ça ça a un peu pris. Alors pareil, à l'époque on n'avait pas des grosses pages, on était à 10 moi j'étais à 10 ou 11 000 followers, enfin vraiment comme ça, mais les marques avaient déjà un peu envie de m'envoyer des trucs à la maison jusqu'au jour où ma femme 10 ou 11 000 followers sur place en 2015-2016, c'est énorme. Ouais, c'était une grosse page. Ouais, c'était et puis le process était complètement différent. Enfin voilà, aujourd'hui ça se fait plus, mais c'est vrai qu'il y avait. Enfin moi j'ai passé des heures à faire tu likes des gens pour qu'ils te like, après tu délikes. Enfin c'était tout un process qui me prenait du temps, mais voilà. Et en fait au bout d'un moment ma femme m'a dit 2-3 bouteilles par semaine recevoir à la maison, c'est cool, mais on n'a plus de place pour les mettre nulle part, donc on va arrêter les frais. Et donc du coup, alors, en ce moment-là, donc moi je discutais avec Pierre-Yves en fait au cours de cette expérience, et puis lui en fait il était parti en Espagne à Barcelone pour un week-end avec en fait, il est arrivé dans un bar et il y avait plein de gin au menu avec plein de toniques et pour lui, comme pour beaucoup de personnes en France à cette époque, le gin c'était juste le gin tonic, le Bombay Saphir avec quelque chose, avec un Schweppes. Et du coup, le bartender l'a un peu ébloui en fait avec tous les différents gins, tous les différents goûts, et lui est rentré en fait en me disant mais en fait c'est trop bon le gin. Moi je croyais que c'était amer, c'était si, et en fait il m'a dit il y a trop de trucs, c'est trop bon quoi.
Et puis en fait, il a créé la page The Gin Addict en se disant mais attends, alors si toi t'arrives à faire ça avec les cocktails, moi je vais faire pareil avec le gin. Et du coup, là, il a créé la page, pareil, de fin 2015, début 2016. Et voilà. Et donc lui, il a continué. Il a pas pris le carton rouge que moi j'ai pris pour arrêter. Et du coup, voilà, il a continué la page, elle a grossi dans des proportions beaucoup plus importantes sur Facebook et Instagram. Et voilà. Et donc là, ça nous amène vers 2018-2019 où à l'époque, donc il y avait beaucoup de festivals qui se faisaient en Angleterre. Et il avait rencontré en fait une autre page d'influenceurs anglaises qui faisait des festivals en Angleterre. Et en fait, okay. il s'était fait inviter à la distillerie Monkey 47 avec d'autres influenceurs. Il avait rencontré ces gens qui l'ont invité sur des festivals en Angleterre. Moi, à l'époque, j'habitais donc du coup en Angleterre. Et on a fait 2-3 festivals ensemble où l'idée c'était pour lui de faire la couverture un peu de l'autre festival avec des posts, des stories, des choses comme ça. Okay. Et en fait, en marchant, en se baladant dans le festival, on discutait. Et c'est vrai qu'on a commencé un peu à faire un peu de travailler nos méninges en se disant mais attends, là il y a rien comme ça en France. Le gin est en train d'évoluer quand même beaucoup sur la France. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? Nous, on a une légitimité qui est là parce qu'on a des grosses pages. Les marques nous parlent parce que on est devenu influenceur par rapport à nos communautés. Donc voilà, est-ce qu'on réfléchirait pas à faire un peu des festivals, d'autres choses? Et du coup, c'est un peu là où vraiment on a commencé à professionnaliser The Gin Addict, quoi. Ok, parce que du coup, pour parler un petit peu plus de Gin Addict, donc vous êtes 2 à l'origine. Vous êtes toujours 2 aujourd'hui ou ouais. Ok, donc toujours 2 à gérer The Gin Addict. Donc vous avez été connu beaucoup pour vos médias. Aujourd'hui, The Gin Addict, c'est quoi? Donc c'est un média. Vous vous êtes lancé dans un festival, mais on va y revenir. Vous avez d'autres activités avec The Gin Addict? Ouais, en fait, aujourd'hui, on a 3 activités principales. Donc la première qui est, je vais pas te les donner dans l'ordre de taille. Ouais. Mais la première, on va dire chronologiquement, ça a été la partie réseaux sociaux. Où aujourd'hui, on offre, on a une communauté entre Facebook et Instagram d'un peu plus de 300 000 personnes, et donc en fait, on offre la possibilité aux marques et aux producteurs de gin et aux distributeurs de gin, de se faire connaître à notre communauté, donc qui est bien entendu hyper ciblée. Donc on fait beaucoup de travail avec les marques pour des activations de produits, des lancements de nouvelles gammes, juste de la visibilité. Donc voilà. Ensuite, on a une deuxième activité qui est une activité de e-shop. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? Notre boutique en ligne mars 2020, qui est un peu une résultante du Covid, parce qu'on avait prévu de faire des festivals un peu avant, mais du coup pas pu faire de festival, donc ça on a un peu inversé ce qui avait été prévu. Et ensuite, on a l'activité des festivals, donc qui a commencé en fin d'année dernière avec la première édition à Lyon et qui aujourd'hui se développe encore avec d'autres éditions à venir. Justement, on va y venir. Et aujourd'hui sur The Gin Addict, toi, t'as gardé ton job à côté. Donc tu as ces 2 casquettes. Tu es donc associé dans Gin Addict. Je suppose que vous êtes en société. Ouais. Et ton travail à côté, ça va, pas trop sport de tout lier? Alors si, enfin c'est un peu le jeu, mais aujourd'hui c'est d'ailleurs pour Pierre-Yves, hein, c'est pareil, il fait pas ça à temps plein, mais en fait aujourd'hui c'est vrai que l'idée de base qui aurait été on va dire sur le papier en 2019 un événement, un festival à Lyon. Ouais. Elle a grandi. En fait, on a vu que si l'idée nous était venue, c'est parce qu'il y avait un potentiel et qu'au final, c'était ou nous ou quelqu'un d'autre le ferait. Donc ouais, alors on a eu un peu de chance, c'est que moi à la base, ce qui me prenait beaucoup de temps, ce qui me prend, on va dire, beaucoup de temps dans mon job, c'était beaucoup le déplacement, parce que fallait voyager un peu dans tous les pays du monde. Et du coup, le Covid,
ça m'a un peu mis un coup de frein sur ce point-là, et en fait ça m'a donné du temps. Alors voilà, aujourd'hui quand tout reprend un peu à 200%, le temps on le trouve, mais ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Après on fait vraiment quelque chose qui nous plaît. On a eu une expérience sur les festivals qui était vraiment énorme l'année dernière. Alors, en effet, on y arrive. Donc, premier festival The Gin Addict, octobre de mémoire l'année dernière, non, décembre. Ouais, non, novembre, fin novembre. Fin novembre 2021 du coup. Premier Gin Addict Festival à Lyon. Pour le coup, j'y étais parce que j'étais sur un stand et j'avais l'impression, en tous les cas moi, de mon point de vue, que c'était un énorme succès. C'est le cas ou pas? Ouais, ouais, carrément. C'est encore une fois, on savait pas spécialement à quoi s'attendre en termes de retour. Aujourd'hui, on essaye de se placer sur un créneau un peu différent, parce que c'est comme dans tout, il y a de la concurrence, et il y a des autres gens qui font ça. Donc l'idée pour nous, c'est de trouver comment le faire différemment. Aujourd'hui, pour remettre les choses dans leur contexte, pour des personnes qui alors on avait, surtout Pierre-Yves avait fait un peu d'expérience dans l'événementiel, plutôt dans la musique avant, mais pour des gens à qui c'est pas le métier, qui avaient pas vraiment fait d'organisation d'événements de ce type, et puis sur un premier événement qui au final il y a pas de garantie de succès, que ça réponde présent ni du côté des exposants ni du côté des visiteurs. On a fait, de notre point de vue, pas spécialement objectif, on a fait vraiment un gros carton. Aujourd'hui, on a réussi dans une période aussi où c'était la fin du Covid, mais fallait se dire, est-ce que les gens vont vouloir venir un peu s'entasser dans un endroit fermé? Est-ce que les marques vont dégager les budgets nécessaires pour pouvoir venir participer et faire quelque chose de nouveau, ou est-ce que tout le monde va rester sur ce qui existe déjà, ce qu'ils connaissent déjà, et ce qui a été un peu déjà testé et approuvé? Donc voilà, non, tout le monde nous a suivis. Aujourd'hui, on est super contents. C'est ce qui nous permet de voir les choses dans le futur. Et voilà, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas eu de gros feedback négatifs sur le festival, que ce soit de la part des exposants et des participants. Et ça, pour nous, c'était une grande victoire. Ouais, tu m'étonnes. Et pourquoi avoir choisi Lyon pour ce premier festival? Parce que c'était plus facile pour nous de se voir faire ça à Lyon. On s'est Pierre-Yves il est plus de la Savoie, mais ou de la Haute-Savoie, sinon je vais me faire reprendre. Pas pareil, en tant que Haut-Savoyard, pareil. mais voilà, moi je suis Lyonnais, donc c'est une ville, mais Pierre-Yves a fait ses études et a habité à Lyon pendant un certain temps. C'est une ville qu'on connaissait, c'est une ville dans laquelle on est confortable. On a un peu des attaches aussi par rapport à du réseau, c'est une ville dans laquelle on se sentait bien. C'est grand mais pas trop grand, donc voilà, on se disait aussi c'est peut-être un peu moins, il y a moins d'appréhension par rapport à peut-être Paris. Donc voilà, donc c'était un choix assez naturel. On revient ici assez souvent pour raison X ou Y, donc ça nous permettait aussi d'être connectés dans l'organisation, et donc voilà. Et du coup, là, vous lancez 2 salons sur la fin de l'année. Donc, vous avez Paris qui va arriver. Si tu peux donner les dates et faire un peu d'autopromo, c'est le moment. Donc du coup, cette année, on part sur 2 dates. La date de Paris, donc c'est le 21, 22, 23 octobre 2022 au Parc Floral. Okay. Et Lyon, l'édition numéro 2 sera du 2 au 4 décembre, toujours au Palais de la Bourse de Lyon. Okay. Donc voilà, c'est super. Pour nous, on a vraiment hâte, quoi. C'est quelque chose qui va nous tenir éveillés là pendant les semaines qui arrivent, mais qui va vraiment être vraiment énorme. On espère qu'encore une fois tout va être à la hauteur déjà de nos attentes, et puis des attentes des autres. Donc voilà.
Ok, on va parler un peu chiffres, si ça te dérange pas. Pas le chiffre d'affaires, on parle de chiffres de nombre de visiteurs et de nombre d'exposants. Vous aviez combien d'exposants sur l'édition de l'année dernière? Alors sur Lyon, l'année dernière, on avait 55 exposants. Ok, pour combien de visiteurs? Et on a eu à peu près 2500 visiteurs sur le week-end. Okay. Voilà. Aujourd'hui, l'année dernière, on a surtout sur Lyon le gros. Enfin, on a choisi de faire ça au Palais de la Bourse. Alors après, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est un bâtiment qui est un bâtiment historique de Lyon, qui est en plein centre-ville et donc qui est magnifique. Ça nous a apporté beaucoup de challenges en termes d'organisation. De par la logistique que ça amène, mais aussi un peu l'agencement du Palais de la Bourse. C'est pas spécialement un bâtiment qui est fait pour des événements de type festival ou salon. Donc voilà, aujourd'hui, si on était à 55 exposants et alors les visiteurs, on peut peut-être pousser un petit peu plus. On va voir comment on peut faire cette année, mais voilà, 55 exposants aujourd'hui. S'il y en avait un de plus, ils étaient aux toilettes, quoi. Oui, c'était bien exploité, c'était bien aménagé. Et sur Paris, du coup, vous attendez à peu près autant d'exposants ou vous avez un peu plus? Non, alors sur Paris, on aura aussi une cinquantaine d'exposants. Okay. On s'attend à plus de visiteurs parce qu'on a plus de place et puis donc on peut permettre d'ouvrir un peu plus. On a pas mal d'exposants qui vont faire les 2 éditions, mais pas que. Donc ça nous permet aussi d'avoir un peu les deux. Ce qui est très bien. Donc après voilà, encore une fois, les visiteurs sont différents. Donc c'est pas aujourd'hui, même si on faisait 10 festivals avec les mêmes exposants dans 10 villes de France, on va dire que voilà, les visiteurs n'y verront pas la répétition, mais nous c'est bien, ça nous permet de toucher des gens différents, d'avoir des expériences différentes. Après Paris, forcément l'événement sera plus grand. Je pense que les marques qui sont présentes aussi pour beaucoup viennent avec peut-être des stands un peu plus gros, des expériences un peu plus importantes. Donc voilà. T'as une idée à peu près du pourcentage d'indépendants qu'il y avait, par exemple, sur l'édition de l'année dernière par rapport aux gros groupes? Ouais, aujourd'hui, on est à peu près... alors, on va dire aujourd'hui, on a peut-être 50% de distilleries qui viennent, distilleries artisanales qui viennent en direct, 25% qui sont peut-être plus des distributeurs de toute taille, okay. et ensuite 25% des grands groupes. Ok, parce que justement, j'avais trouvé ça hyper intéressant sur l'édition de l'année dernière, qu'il y ait autant d'indépendants qui viennent présenter leurs produits, et je trouvais ça trop cool. Ouais, nous aujourd'hui, ce qu'on essaye d'apporter, c'est cette variation de se dire que voilà, un visiteur qui va pénétrer dans le festival, il va découvrir des nouvelles marques, il va découvrir des nouveaux produits, mais aussi il va peut-être avoir une expérience de la part d'un plus grand groupe qui est propre au budget qui sont alloués à ça, et donc c'est assez cool parce que voilà, il y a une petite distillerie va venir présenter un savoir-faire, une histoire, un peu un storytelling qui est unique. Un grand groupe va donner une expérience en fait au consommateur qui est unique elle aussi. Donc c'est important pour nous d'avoir ce mix qui est de tout. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de vraiment se focaliser sur le gin. Et c'est un festival de gin, même si des marques ou des producteurs font d'autres spiritueux, ils les présentent pas à ce festival. Et donc ça nous permet aussi de se focaliser sur les différents types de gin, les différents types de produits. Après, on a aussi une politique, je pense, de stand qui est relativement abordable et donc qui permet à ces petites distilleries de venir. C'est pas un coût exorbitant pour eux, et en plus de ça, vu qu'il y a la possibilité d'acheter les produits et donc pour eux de vendre les produits sur place, ça permet aussi de ça amène une rentabilité supplémentaire. Voilà, une logique économique qui est importante pour nous et pour eux. Ok. J'avais une question qui vient de complètement m'échapper. Non, c'est bon, elle m'est revenue. Est-ce que vous avez la volonté, par exemple sur Paris, vous avez plus de la place d'ici les prochaines éditions, de faire peut-être une partie un petit peu plus cocktail où les marques pourraient présenter vraiment des cocktails avec des bartenders? Je vais prendre un exemple tout simple, le Whisky Live à Paris, où en effet on a vraiment cette partie dégustation de whisky où on peut découvrir les whiskies, et on a la Cocktail Street à côté où on peut découvrir les whiskies sous forme de cocktail. Ce serait une volonté ou pas du tout? Vous voulez vraiment rester dans cet univers du gin
et juste de la dégustation? Alors aujourd'hui, c'est des choses auxquelles on pense. Bon, on a un bar sur l'événement qui propose une carte de cocktail donc pour les visiteurs. Voilà, aujourd'hui, on a des idées. On va dire il y a 2 points. La première, c'est le paramètre organisation, et voilà, encore une fois, on n'a pas envie de s'éparpiller sur plusieurs axes pour dire on a fait plein de choses, mais elles ont été toutes faites à moitié. Donc on a vraiment envie de se dire voilà, on fait les choses bien, on les fait jusqu'au bout, on essaye de donner une esthétique, une expérience, quelque chose de vraiment qualitatif aux visiteurs et puis aux exposants par la même occasion. Et puis après le deuxième, pour être honnête, c'est aussi un paramètre de temps, quoi. Voilà, tant que c'est pas une activité à laquelle on dédie 100% de notre énergie, bah forcément on aura des limitations de temps, quoi. Oui, ce qui est complètement logique. Avant de parler un peu d'autre chose, je te laisse rappeler où on peut acheter ces tickets pour The Gin Addict, que ce soit sur Paris ou sur Lyon. Rappeler une dernière fois les dates, les horaires, etc. Je t'en prie, donne toutes les infos. Ouais, alors donc le festival de Paris, c'est du 21 au 23 octobre au Parc Floral de Paris. La date de Lyon, c'est du 2 au 4 décembre au Palais de la Bourse. Les tickets sont disponibles sur notre site internet. Donc ça va être www.theginaddict.com. Voilà, sur le site, il y a plein d'onglets. Il y a l'onglet shop, l'onglet festival, donc avec les billetteries. Et donc on a aussi un site qui est assez complet. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une billetterie externe, parce que c'est important pour nous que les gens passent sur le site. On a des blogs, on a des tutos de recettes, cocktails, on a plein de choses. Donc donc voilà, c'est assez intéressant pour les amateurs de gin. Et voilà. Après, le principe des festivals, juste pour rappeler ça rapidement, donc voilà, l'idée c'est de venir déguster des nouveaux produits ou des produits que vous aimez déjà. Ensuite, la possibilité d'acheter les produits directement depuis les stands des producteurs. Et ensuite, voilà, il y aura des masterclass également sur les événements qui seront animés par des bartenders ou par des marques, voilà, sous forme d'ateliers pour donner un peu plus de fun à l'expérience. Trop bien, trop cool. Avant de parler un peu de ton avenir et de l'avenir de Gin Addict, j'aime bien faire une petite pause et pour ces petites pauses, j'utilise souvent le jeu Tu préfères. Et donc, je vais te poser quelques questions, il faut que tu me dises ce que tu préfères. Tu préfères un London Dry, un Bathtub Gin, un Old Tom ou un Slow Gin? J'aime beaucoup le London Dry. Ouais. Voilà, c'est assez versatile. Mais des fois, j'aime bien un petit Slow Gin sur des glaçons. Avec du tonic, non, juste sur glace? Non, ouais, j'aime bien un petit peu de citron, enfin, un petit peu de jus de citron, mais ouais, je trouve que Slow Gin est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien l'amertume aussi, donc ça joue. Forcément. Tu préfères un gin basil smash ou un dry martini? Dry martini. Ah ouais? Ouais. Putain, je suis plus gin basil. Mais je comprends. Je comprends. La France ou l'Angleterre? Pour la France, je trouve que la France est justement parce qu'on est un peu plus dans cette période de croissance encore, on a peut-être des produits plus intéressants, et je pense que si on a on a tellement de cultures différentes quand on en vient au spiritueux, qu'en fait les gens peut-être jouent un peu plus sur des techniques quand ils font du gin. Donc voilà. Après voilà. L'Angleterre, il y a tellement de produits que j'ai pas envie de dire qu'il y en a un sur deux qui est pas bon, mais c'est voilà, c'est plus fréquent d'avoir quelque chose qui est mal fait. Ok. Tu préfères un gin de petit producteur ou un gin d'exception mais produit par un grand groupe? C'est une bonne question. On va dire le gin de petit producteur, parce que souvent, voilà, il y aura encore une fois l'envie de bien faire. Mais voilà, il y a des grands gins qui au final, voilà, il y a très peu de gin de grands groupes. Il y a souvent des petits producteurs qui commencent un gin, qui grandissent et qui finissent dans un groupe. Donc, oui, c'est pas faux. Il y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Il y a des très très bons gins qui sont maintenant dans des grands groupes. Ok.
Tu préfères un cocktail fait avec un gin bas de gamme, mais un bar avec une ambiance de fou, ou un cocktail fait avec un super gin, mais un bar avec une ambiance de merde? Alors, faut définir l'ambiance de merde, mais je préfère bien boire et être plutôt dans ma bulle que l'inverse. Ouais, je comprends. Chacun voit ce midi à sa porte. Au niveau des coups de cœur, moi j'aimerais bien savoir quel est ton dernier coup de cœur en gin. Parce que c'est vrai que des jeans, on en voit sortir toutes les semaines. Franchement, toutes les semaines, il y a des nouvelles marques qui sortent ou des nouvelles déclinaisons de telle ou telle marque. Et c'est dur aujourd'hui de se faire vraiment un avis et de se dire ça, c'est mon jean préféré. Mais on a souvent des coups de cœur et j'aimerais bien connaître le tien. Ouais. Alors j'ai goûté un gin justement parce que je le trouvais exceptionnel en dry martini. Un gin anglais qui s'appelle The Oysterman. Ok. Qui était vraiment super. Et voilà. Et après, alors c'est un autre gin qui est bon, c'est pas une découverte parce que ça fait un petit moment que je l'aime bien. Mais une distillerie en France qui s'appelle Franc-Tireur, qui ont un gin qui s'appelle Dry Normandie, qui est aussi très très bon en martini. Je trouve, c'est pour ça aussi que peut-être que j'aime bien le martini. Je trouve que c'est un cocktail qui arrive vraiment à faire ressortir les attributs du gin. Voilà, pur, ça se déguste un gin pur, mais c'est vrai que en tout cas pour moi c'est pas un gin qu'on va prendre en shooter enfin c'est pas un produit qui faut quand même quelque chose qui fasse ressortir beaucoup d'attributs des produits. Voilà, j'aime le gin tonic, mais c'est pas, j'en boirais pas 10 par soir. Donc c'est pour ça que je trouve que le martini a cette versatilité d'arriver à faire bien ressortir des attributs du gin. C'est sûr que pour faire un dry martini, tout dépend des deux ingrédients qui sont le gin et le vermouth. Donc si on met des ingrédients de mauvaise qualité, on aura un dry martini de mauvaise qualité. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de très quali, c'est sûr. Exactement. Ouais. Parlons un peu de ton avenir maintenant. Enfin, l'avenir de Gin Addict. C'est quoi la suite? Donc vous avez déjà, vous devez être bien occupé avec l'organisation des deux événements à venir de Paris et de Lyon. Mais c'est quoi les envies pour la suite? C'est quoi les projets à venir pour ce Gin Addict? Les projets, ouais. Donc comme tu l'as dit, déjà c'est de se focaliser sur, on va dire sur les 3 grosses prochaines échéances qui sont le festival de Paris, le festival de Lyon et puis quand même la période de Noël pour le e-shop qui est assez importante et donc voilà un virage à bien négocier. Et après ça, je pense si tout s'est bien passé, on pourra prendre des bonnes vacances et bien souffler. Voilà. Ensuite, après, comme je te disais, on a plein d'idées. En fait, à la base, nous, ce qui est important pour nous, c'est on veut pas se revendiquer puriste du gin ou expert. On a pour vocation de faire découvrir l'univers du gin à n'importe qui. De participer en fait à l'essor de la catégorie sur la France et donc pour ça veut dire parler aux gens qui connaissent le gin et qui aiment le gin, mais aussi parler aux gens qui connaissent pas le gin ou qui appréhendent le gin. Donc c'est important pour nous de continuer à évoluer dans cette optique-là, de se dire que tout le monde n'arrivera pas à goûter son premier gin sur une bouteille à 60 € qui est hyper complexe ou hyper bien faite, mais qui s'adresse peut-être à un autre public. Donc c'est continuer à utiliser en fait notre position un peu privilégiée qu'on a sur la vision du marché en fait du gin pour pouvoir nous se développer, mais aussi continuer en fait à convertir les gens au gin. Donc pour ça, c'est continuer de travailler avec nos réseaux sociaux pour faire du beau contenu, pour faire faire découvrir des produits aux gens. Ensuite, sur la partie e-commerce, en fait, c'est pareil, de développer tout en rajoutant des nouvelles références qui ont du sens, qui apportent quelque chose de plus en fait à notre catalogue. Et ensuite, après, ce qui concerne peut-être les projets d'avenir. Alors aujourd'hui, on a peut-être envie de voir est-ce qu'il y aurait des opportunités dans la distribution. Donc ça,
bon voilà, c'est aujourd'hui un projet qui est pas final. On va dire que la logique derrière, c'est encore une fois, on a un point de vue sur le gin qui est assez en avance, vu que les marques qui se créent en fait nous contactent assez rapidement, principalement pour être présentes en fait sur les pages The Gin Addict. Mmh. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui quelqu'un va créer son gin, et pas que en France, hein, donc c'est ça l'avantage, c'est que un peu partout en Europe, les gens vont tout de suite nous envoyer un message en nous disant voilà, on vient de lancer notre gin, ou on vient de lancer un nouveau gin ou tonique. Comment est-ce qu'on fait pour être présent sur nos pages, et du coup ça nous donne un peu un temps d'avance sur les autres acteurs du marché, de connaître en fait quels sont les nouveaux produits, quelles sont les nouvelles marques qui arrivent. Et on se dit voilà, si à ce moment-là on arrive pourquoi pas à dénicher une ou deux pépites, et qu'on arrive à avoir la structure en place pour le faire, pourquoi pas réussir à travailler avec ces marques pour leur essor sur le marché français. Donc ça c'est une des idées sur lesquelles on réfléchit, et puis en termes de festival, voilà, on veut vraiment s'implanter sur la France comme un événement de référence sur le gin. Okay. Voilà, aujourd'hui notre approche est très B2C, c'est-à-dire que notre festival s'adresse principalement aux consommateurs. Alors les pros, les professionnels de l'industrie sont présents, et voilà, ils sont sur le festival, mais on n'a pas une journée, je dirais, purement dédiée aux professionnels. Alors nous, notre idée, c'est vraiment de se dire, vous êtes un producteur de gin. Aujourd'hui, votre circuit de vente, il y a plusieurs étapes en fait. Voilà, si moi je fais un gin et que je veux vendre mon gin, en fait il faut que je le vende à un grossiste. Donc déjà moi je vais présenter ma marque à un grossiste, il faut que je convainque le grossiste, lui il va le vendre à des cavistes qui vont ensuite le vendre à des clients. Et en fait c'est un peu le message en fait entre celui de base et puis celui que le client final a de son caviste, il est peut-être un peu biaisé. Parce que chacun a retenu ce qu'il a retenu, chacun vend ce qui va lui faire vendre sa bouteille en fait. Et peut-être pas le même argument que ce que le producteur voulait mettre en avant. Donc nous en fait ce qu'on offre à ces gens, c'est de se dire voilà, on va vous mettre devant des consommateurs, et voilà, toi tu fais ton gin, tu vas en parler. Enfin, personne d'autre va en parler mieux que toi, donc on donne l'opportunité à ces producteurs d'être devant les clients et de vendre leur histoire, quoi. Et ça marche très bien. Et à contrario, l'autre, on va dire, le retour de ça, c'est que les clients vont être devant les producteurs et qu'ils vont avoir un feedback très très précis, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un gin qui peut-être plaît moins, peut-être qu'il le sait pas en fait, parce que son caviste va pas le vendre, mais surtout il va pas en racheter en fait. Et c'est ça, alors que peut-être qu'il y a des visiteurs qui vont dire ouais, moi j'aime pas trop ça, et puis peut-être que voilà, ça va permettre aussi d'avoir ce type de retour qui est aussi important pour les producteurs, quoi. Ouais, complètement. L'idée est bonne, et j'apprécie l'initiative, parce qu'en effet, je pense que chacun aime des choses différentes, et chacun produit un gin quelque part un peu comme il lui ressemble, ou un peu comme il pense le faire, et avoir l'avis direct du consommateur et pas juste de son grossiste ou distributeur, je trouve ça intéressant. Ouais. Et moi j'avais une autre question, vous n'avez pas de volonté de créer votre propre gin ? Alors c'est la question du moment. C'est marrant parce que toutes les interviews que je fais en ce moment où Pierre fait, c'est une question. Alors ça nous trotte un peu dans l'idée. Alors après on a deux choses. C'est en fait il y a deux façons de voir les choses. C'est ou de se dire on a une distillerie qui va nous contacter, ou avec qui on va travailler, avec qui on s'entend bien, et avec qui on peut faire en fait l'édition The Gin Addict d'un de leurs jeans, on va dire. Alors, travailler une recette ou sur une base d'une recette qui existe déjà, et donc du coup de faire plutôt un partenariat avec une distillerie. Ou alors après nous de se dire on travaille une recette de A à Z qu'on vend sous la marque The Gin Addict. Voilà. Aujourd'hui il n'y a pas de projet concret là-dessus, mais on sait que l'idée est là, quoi. Il faut laisser le temps à l'idée de grandir. Ouais, voilà. Après, aujourd'hui, je pense que c'est plus de la logistique. Bon, voilà, comme
comme tu l'as compris, j'habite à Londres, bon, Pierre-Yves habite à Genève. Voilà, on se voit pas tout le temps, on n'est pas tout le temps sur place, donc c'est un peu voilà, c'est encore un truc qui prendrait un peu plus de temps, mais c'est voilà, aujourd'hui on sait que l'idée est là. Après voilà, c'est aussi peut-être à force de le dire ces dernières semaines, je sais pas, peut-être que des distilleries vont se dire peut-être que ça peut marcher avec nous, donc et puis on peut travailler là-dessus, donc voilà, c'est un peu là où on en est. Ok, trop bien. Et toi, personnellement, tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu penses que tu seras toujours sur Londres? Est-ce que tu aimerais quelque part lâcher ce métier de commerce international pour travailler à temps plein sur The Gin Addict? Est-ce que c'est une volonté de ta part ou pas du tout, d'ailleurs, peut-être? Ouais, si dans 5 ans je fais The Gin Addict à temps plein, c'est qu'on aura réussi à le faire. Et donc ça, ce sera super. Dans 5 ans, je pense que la seule chose qui, on va dire, est à peu près sûre, c'est que ma femme et ma petite famille m'aura rapatrié aux États-Unis. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on a une vraie volonté de développer The Gin Addict. On fait pas ça comme un petit hobby à côté qui va peut-être marcher ou peut-être pas. On met vraiment, en tout cas, toute l'énergie qu'on a de disponible dans ce projet. Donc non, on veut vraiment que ça marche. On veut développer. On n'en a pas. Bon voilà, aujourd'hui on fait 2 éditions, mais on a encore plein d'idées en tête d'éventuellement développer ça dans d'autres villes. Voilà. Ce qu'on veut pas faire, c'est brûler les étapes parce que ça peut vite se retourner contre nous. Mais clairement, on a envie de développer, qu'on a plein d'idées, on a voilà, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors on a eu de la chance, je sais pas si c'est de la chance parce qu'il y a du travail, mais on a réussi à bien le faire et on a réussi à faire ça dans les attentes que nous on avait en nous-mêmes, et puis aussi je pense on a réussi à convaincre les gens, quoi, parce que c'est une autre chose aussi qui est importante quand on parle de petits producteurs et de grosses distilleries. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive à faire des événements ou qu'on arrive à travailler sur les réseaux sociaux avec des groupes de la taille de Bacardi ou de Pernod Ricard ou de Pernod Ricard, etc., c'est qu'aussi on a une certaine valeur à leurs yeux. C'est-à-dire qu'on a réussi nous à se mettre en place comme un acteur incontournable du milieu, et donc de rentrer dans leur stratégie X ou Y. Donc c'est important pour nous parce que ça veut dire déjà qu'on a cette crédibilité et voilà, on a cette demande grandissante. Voilà, les peu de grands groupes qu'on n'avait pas à Lyon l'année dernière seront présents cette année. Et je dirais qu'aujourd'hui on arrive à parler avec tout le monde, et ça c'est quelque chose qui nous rend assez fiers parce que ça veut dire que déjà d'une on apporte quelque chose à tout le monde, et de deux aussi on a aussi le discours qui est intéressant pour toute l'industrie en fait. Oui, moi je pense qu'en effet vous avez gagné aujourd'hui vos galons et votre légitimité, que ce soit auprès du consommateur, du professionnel, que du grand groupe industriel ou du petit producteur. L'interview touche bientôt à sa fin. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est quelle est la question qu'on t'a jamais posée que tu aimerais qu'on te pose? C'est pas la question la plus facile généralement, mais vu que tu as fait pas mal d'interviews, peut-être que toi tu auras une idée. Non, c'est marrant parce que quand j'écoutais tes podcasts, je me suis dit celle-ci il va la poser, il faut que je réfléchisse, et j'ai oublié de réfléchir. La question qu'on m'a jamais posée, je sais pas, c'est vrai qu'on nous pose plein de questions. Est-ce que non, en termes de, on va dire en termes de journalisme entre guillemets, non, je pense qu'on nous pose un peu toutes les questions. Après voilà, c'est vrai que des fois quand on revient un peu à faire notre gin, etc., peut-être que les distilleries nous ont jamais demandé si on voulait faire un gin avec elles. Peut-être que un appel est lancé. Si une distillerie souhaite faire un partenariat avec The Gin Addict, apparemment il y a peut-être des opportunités de discussion. Et
Et pour finir, une dernière question. Quel prochain invité tu aimerais écouter dans Film de Podcast? C'est vrai que je suis en train de me dire de mémoire, mais t'as beaucoup d'acteurs. Tu as assez peu eu, de producteurs de spiritueux en général, ou c'est. J'ai un peu de tout dans Film de Podcast. C'est vrai qu'il y a autant du producteur que du bartender que du blogueur. C'est vrai que j'ai eu pas mal de personnalités un peu différentes. Peut-être un petit peu moins de producteurs, ouais. C'est des gens intéressants. C'est souvent des gens qui ont des histoires assez intéressantes à raconter, parce qu'en fait, il y a pareil dans la création de spiritueux, il y a tout un tas de raisons, et que ce soit des histoires ou des choses comme ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien comprendre un peu pourquoi les gens font ce qu'ils font et comment ils le font. Ok, très bien. Et j'ai une autre question qui me vient. Si jamais un producteur nous écoute et se dit tiens, du coup j'aimerais bien être sur le salon de Gin Addict, il reste de la place sur les stands ou pas du tout? Ouais, alors on peut toujours travailler là-dessus. À Paris, on arrive sur une sacrée deadline en termes de nombre de semaines restantes. C'est vrai que je sais pas quand est-ce que ça va être mis en ligne, mais on sera certainement assez proche. Et Lyon, il nous reste 2-3 stands, donc c'est pareil, là c'est plutôt se dépêcher. Okay. Mais voilà, après on trouve toujours des moyens de travailler. On a peut-être d'autres solutions pour avoir des produits présents sur le festival qui sont peut-être pas sur les stands, mais on cherche toujours un peu des partenariats à gauche à droite. Donc aujourd'hui on va dire que le maître mot, pour tout le monde de nos jours, c'est de la visibilité. Et donc si la question est de rendre la marque visible, on aura toujours des solutions à apporter. Ok, trop bien. Merci beaucoup. En tout cas, Maxime, merci à toi pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, merci. Écoute, c'était super d'être ici. C'est vrai qu'on s'était vu l'année dernière au festival et puis voilà, les podcasts, c'est un format qui est intéressant. Donc voilà, merci de m'avoir donné un peu de temps, et puis j'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront comprendront un petit peu mieux notre démarche. On les invite tous à nous retrouver ou sur nos différentes plateformes, Instagram ou Facebook, et puis voilà, les festivals arrivent à grands pas, ça va être vraiment des super événements. Ouais. Et puis voilà, n'oubliez pas de passer aussi sur notre boutique en ligne. On a aussi un gros catalogue de jeans, de toniques, d'accessoires, et donc ça, tout ce qu'il faut pour impressionner ses amis à la maison. Top, merci beaucoup. Courage à vous pour les 3-4 mois à venir là, qui s'annoncent bien sport. Et puis à très bientôt. Ouais, ça marche, merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Merci à Maxime d'avoir bien voulu se prêter à cette interview et d'avoir répondu à toutes mes questions. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et pour rappel, The Gin Addict Festival à Paris aura lieu du 21 au 23 octobre et celui de Lyon du 2 au 4 décembre. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Film de Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Google, Apple Podcast ou Spotify. Et si vous souhaitez sponsoriser un épisode afin de faire connaître votre marque ou votre bar, contactez-moi directement sur benoît@finspiritueux.com. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Film de Podcast.